Descendant le grand escalier de l'ancien palais du haut-commissaire de la République, voici Hassan Gouled, premier président de la République de Djibouti. À ses côtés, Ahmed Dini, son fidèle lieutenant, l'ami de toujours, le compagnon de lutte. Aujourd'hui président de l'Assemblée nationale du nouvel État et probablement futur Premier ministre d'Hassan Gouled. Ils sont les pères de l'indépendance de Djibouti, conquise patiemment par la LPAI, le mouvement dont ils furent les animateurs persévérants jusqu'au soir de ce dimanche de juin 1977, qui vit l'aboutissement de leur combat opiniâtre. En ce premier jour que vit la République de Djibouti, ces deux bergers de la brousse assistent au défilé de leur armée nationale. Cérémonie empreinte d'une grande dignité, d'où toute espèce de triomphalisme est absente. Considérant la volonté populaire exprimée le 8 mai 1977, article 1er, l'indépendance nationale est proclamée. La République de Djibouti, une et indivisible, indépendante et souveraine, est proclamée. Sa devise est unité, égalité et paix. Le drapeau tricolore a donc été définitivement amené. Cette bannière bleue, verte et blanche, frappée d'une étoile rouge, c'est un peu le symbole du retrait définitif de la France de la terre africaine, où s'exerça durant tant de décennies son influence. L'hymne djiboutien a remplacé la Marseillaise, c'est beaucoup plus que l'indépendance de ce pays que l'on fête cette nuit au bord de la mer Rouge. La nouvelle Assemblée nationale, anciennement chambre des députés du TFAI, s'est enrichie de 25 membres lors des élections générales organisées le 8 mai dernier, en même temps que le référendum sur l'avenir du territoire. Ces élections législatives, souhaitées par Hassan Gouled, alors président de la Ligue populaire africaine pour l'indépendance, devaient permettre le rééquilibrage des différentes forces politiques représentées à Djibouti. Réaliser l'union était devenu un impératif absolu. Ni Abdallah Kamil, dernier président du Conseil de gouvernement, ni Ali Aref, qui conduisit 16 années durant les affaires du pays, n'étaient parvenus à concilier les points de vue. Il convenait donc d'assainir le climat politique avant de se lancer dans la grande aventure de l'indépendance. Ils sont donc 65 désormais dans cette enceinte à décider démocratiquement des grandes options nationales. Apprentissage difficile, certes, mais combien enrichissant pour ces gens simples, doués de bon sens et de détermination. Conscients de leurs responsabilités et de la rudesse de la tâche qui les attend, ils n'ont pas hésité à opter pour le changement. Ce qui va d'abord changer fondamentalement, c'est le centre des décisions. C'est le choix des priorités. C'est la méthode d'action. Pour commencer, c'est beaucoup. Problème numéro 1, l'économie. De santé fragile, il lui faudra beaucoup d'oxygène pour ne pas sombrer dans le délabrement qui la menace. Îlot de cailloux sans la moindre ressource naturelle, l'ex-territoire des Afars et des Issa ne vivait que des subsides consentis par la France sous la forme de transferts massifs. Ces infrastructures, un port aux activités en chute libre, une voie ferrée, complément indispensable des installations portuaires par lesquelles transitent les 9/10 du trafic commercial de l'Éthiopie, un aéroport inauguré en début d'année, en quelque sorte le cadeau de départ des Français. Longtemps, Ali Aref rêva de faire de Djibouti la place financière de l'Est africain. Paradis fiscal, cette ville surgie des sables connut en effet une certaine prospérité commerciale. Mais aujourd'hui, l'heure n'est guère à la mégalomanie. Il faudrait que les pays voisins ou des autres pays intéressés à Djibouti se sentent qu'à Djibouti, on pourrait offrir quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. Et pour le moment, ce n'est pas le cas. Il faudrait, pour avoir une place financière à Djibouti, il faudrait créer un tel besoin. Il faudrait d'abord, une infrastructure moderne, quelque chose que nous n'avons pas réellement. Il faudrait un mode de communication rapide, quelque chose que nous n'avons pas à ce moment. Il faudrait, une bourse
Il faudrait la possibilité de trouver des investissements rentables, chose que, pour ma part, je ne vois pas à Djibouti. Et autre chose, il faudrait attirer des investisseurs, des industries, tourisme, des choses pareilles. Et je ne vois pas qu'on va pouvoir faire ça immédiatement. Jusqu'à présent, on n'a eu d'assurance ni de la part des gouvernements locaux, ni de la part des gouvernements français. Est-ce qu'on sent un marasme dans les affaires? Oui, le marasme, il a été déclenché par la crise, si on peut appeler ça une crise, ou tout au moins la mutation, qui s'est déclenchée quand même assez vite en juillet l'année dernière, après les événements de l'Oyada. Et évidemment, les gens ont été inquiets. Toutes les personnes en séjour n'ont pas su si elles allaient terminer leur séjour, ce qui a quand même provoqué un arrêt dans les achats, surtout dans le domaine des articles de luxe qui ne sont pas de première nécessité. Les métropolitains français seront-ils nombreux à tenter l'expérience de l'indépendance? Le calme et la sérénité, il est vrai, ont présidé à l'avènement de la Nouvelle République. Mais est-ce suffisant pour engager des paris avec confiance? La fébrilité règne aux frontières de l'ancienne côte des Somalies, et en dépit des apaisements cycliques des chancelleries, le cliquetis des armes impatientes résonne de façon inquiétante là-bas dans l'Ogaden, entre Somalie et Éthiopie. Depuis un mois, le chemin de fer ne circule plus entre Addis Abeba et Djibouti. Les attaques contre les convois s'étant multipliées, Hassan Gouled envisage très sérieusement de ne pas reconduire les accords régissant jusqu'à la semaine dernière la voie de communication franco-éthiopienne. L'attentat perpétré il y a 10 jours à l'Oyada contre 2 députés du TFAI venus demander au Front de libération de la côte des Somalies de s'abstenir de prendre massivement part aux fêtes de l'indépendance n'incite pas non plus à l'optimisme. Ce que toujours je disais, ce que toujours je voulais, que nos deux amis voisins, les Somaliens et les Éthiopiens, l'intérêt de ces républiques nouvelles même, de garder de bonnes relations, pas ingérence dans nos affaires. Le devenir économique de cette région passe d'abord par le maintien de la stabilité politique, en second lieu par la conclusion d'accords de coopération multilatéraux. Si la France continue à mettre des fonds à la disposition du futur État, je ne vois pas de problème. Deuxièmement, c'est presque certain que des pays comme l'Arabie Saoudite et les États-Unis, peut-être même les Émirats du Golfe arabique, vont venir en leur assistance aussi. Et je ne peux pas imaginer que ces pays vont rien faire pour Djibouti. Il faut donner à cet État la possibilité de montrer ce qu'elle peut faire. Ce pays, à peine sorti du Moyen-Âge et pourtant légalement majeur depuis une semaine, apparaît bien frêle. La conférence de l'Organisation de l'Unité africaine qui s'ouvre aujourd'hui même à Libreville consacrera la naissance du 49e de ses États membres. Ce sera pour lui une première garantie. Mais bien qu'officiellement reconnue par la plupart des nations, y compris la Somalie et l'Éthiopie, la République de Djibouti ne réussira son émancipation qu'à la condition expresse de faire taire les querelles tribales qui secouent trop souvent encore sa population. La bonne volonté n'est pas la moindre des qualités de ces hommes du désert, mais il ne leur sera pas facile d'assumer tout à la fois leur jeunesse et leur inexpérience sous la convoitise évidente de voisins ambitieux.
voyez-vous l'avenir de la République de Djibouti, maintenant que ce pays est indépendant? Écoutez, toujours on peut envisager, on peut parler d'avenir, mais je ne veux pas d'avance et parler d'avenir. Mais je suis optimiste. Mais toujours, il y a le haut et le bas quand un territoire est devenu indépendant, par exemple comme le nôtre, il n'y a pas grand-chose. Nous sommes entourés de pays que vous le connaissez et c'est difficile à juger tout de suite l'avenir. L'indépendance, c'est pour un pays colonisé, c'est la fin d'une période et le commencement d'une autre période. Et la période qui commence après l'indépendance est de loin la plus difficile parce que ceux qui ont lutté pour l'indépendance ont l'obligation d'éviter ce qu'ils critiquaient chez les autres et faire mieux de ceux qu'ils critiquaient sans perdre leur temps à continuer la critique qu'ils ont commencée pour la libération.